Shalom à toutes et à tous. On est content de se retrouver avec Midresh et Tuda Manitou, Shavua Tov. Et on va parler avec le docteur Elisa Charodotsky du Etzel. Je crois qu'on a parlé du Lechi. On continue avec les différents groupes des Martarot. Les Chavod Eliezer, tu peux ouvrir ton micro. Shalom, on ne va pas seulement parler du Etzel. On va parler d'une révolte qui a réussi, sauf. Les ingrédients d'une révolte réussie. Parce que là, avec le Lechi, on a parlé d'une chose qui était un peu romantique, très jusqu'au boutiste, très idéologisée, très véritablement, mais qui n'a pas trop quand même, qui n'a pas trop marché, qui a été maté assez vite, qui ne jouissait pas du soutien de l'intérieur. Mais là, avec le Etzel, on va parler d'une chose tout à fait différente. Il y a une révolte qui a marché et on va voir pourquoi, comment est-ce qu'elle a marché, comment est-ce qu'elle a réussi, comment est-ce que malgré tous les déboires et toutes les défaites, elle a rassemblé derrière elle tout le Yeshuv en 45-46. Et pour cela, je vais me servir de plusieurs sources. Je vous l'ai dit, il y a des sources très célèbres. Il y a des sources très célèbres. Il y a par exemple le livre La révolte à Meret de Menachem Begin. C'est assez connu. Voilà. Je l'ai encore en anglais parce que je l'ai acheté quand mon hébreu n'était pas des meilleurs. C'était il y a assez longtemps quand même, 1 ou 2 ans, peu importe. Il y a un autre livre qui, lui, est consacré très spécifiquement aux différentes, comment dire, Milchemet Achim, de Chagai Segel, Rak lo Milchemet Achim, Rak lo Milchemet, tout sauf une guerre fratricide. Chagai Segel, qui est un écrivain, qui est un journaliste, qui est le rédacteur en chef de Makor Rishon, qui a travaillé dans Nekuda, était un des fondateurs de Nekuda, enfin bon, qui est un journaliste de longue date, qui a consacré tout son livre aux différentes étapes de confrontation entre les Juifs et comment on a échappé à la guerre fratricide. Ça a commencé encore avec Nili à la Première Guerre mondiale. Ça a continué avec les différentes étapes de ce qu'on appelle la saison. Première saison, deuxième saison, la grande saison, puis ensuite la 4e saison. Ça, on ne le sait pas, mais il y avait 4 saisons. Ça vient du mot français, saison de chasse. Mais là où les gens de la gauche poursuivaient les gens de la droite. Et puis, il y a des articles de Nedava, je l'ai ici, comment il s'appelle, Amnon Lord, et de beaucoup d'autres qui ont parlé de ces choses. Et là, en prenant à écrire les points essentiels de notre rencontre d'aujourd'hui, je me suis rendu compte que, regarde, tu vas pas arriver à faire entrer ça dans un seul cours. Alors, attendez-vous à une suite. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, je vais parler d'une révolte qui a réussi. Et en cela, en anticipant un peu, je voudrais d'ailleurs citer là un article il y a 15 ans d'Amnon Lord sur Teddy Kollek, sur la saison. Teddy Kollek, on le sait, il n'était pas seulement maire de Jérusalem, il était aussi l'officier de liaison avec du Yishuv organisé, c'est-à-dire de la Haganah, du Mapai, avec les Britanniques. C'était lui qui véritablement déjeunait avec les Britanniques et les officiers britanniques et leur livrait nom après nom des centaines de noms de combattants du Etzel, du Irgun Tzvaï Leumi, de Menachem Begin. Et on va en parler. Il s'est vanté d'avoir donné comme ça 1000 noms, c'est pas mal quand même. 1000 noms.
dans une interview avec Arthur Koestler, le journaliste, l'écrivain, l'historien, un personnage fantastique, juif d'origine hongroise. C'est à lui qu'il a révélé ça. Et ce que dit dans cet article Amnon Lord, c'est que quelle est la force véritablement consensuelle, la force centrale dans le Yishuv. Et généralement, on a tendance à dire, bien naturellement, c'est le Yishuv Améourgan, c'est le Yishuv organisé, c'est toutes les forces, des grandes forces en présence du parti quasi hégémonique, du parti dominant, qui est le Mapai, qui est de fait au pouvoir depuis 1935, fondé en 1930, au pouvoir dans la Sokhnout, agence juive, depuis 1935. C'est ça le centre. Et Amnon Lord dit oh non, le centre, c'est pas ça. Le consensus était beaucoup plus du côté d'un groupe qui avait bien moins de membres, peut-être bien moins de combattants aussi dans ses forces armées, qui étaient moins représentés dans les institutions gouvernementales ou pré-gouvernementales du Yishuv, mais à un niveau idéologique, spirituel, etc., il jouissait beaucoup plus du consensus auprès de la nation juive présente en Eretz Israël que toutes les autres forces. Bien plus que le Lechi et aussi plus que le Mapai et ce qu'on appelle le Yishuv Améourgan. Et ça, c'est une chose intéressante parce qu'on va dire, ah, attendez, mais vous avez, on va parler du Meret, de la grande révolte, qui a commencé en février 1944. Il y avait à peine 1000 personnes qui participaient. Attends, 1000 personnes, choye, Ken, restons calmes. Eh bien, on va essayer de voir, on va essayer aussi de vérifier au combien cette thèse d'Amnon Lord, eh bien, elle est vraie. Elle est vraie. Mais bon, OK. Alors, on y va. On y va. Je voudrais commencer par une question. Quelle est la cause essentielle qui a permis l'indépendance d'Israël, qui a permis le passage du Yishuv, de ce qu'on appelle un Medina Shebaderech, l'État en devenir, à l'État d'Israël indépendant. Et à ce sujet, il y a eu pendant des décennies, des générations entières, après 1948, des débats entre la gauche et la droite, entre Mapai et Cherut, Mapai et Gachal, Mapai et Likoud. Quelle était la cause essentielle qui a forcé les Britanniques à faire leurs valises et à prendre le bateau? Ben Gurion, Mapai, disait de manière très simple, ce qui a forcé les Britanniques à partir, ce qui a permis au Yishuv de s'établir, c'est ce qu'on appelle le Yishuv organisé, un Yishuv Améourgan, autour de ces institutions structurées, organisées, la Sokhnout, l'agence juive, la Haganah, Amashbir, Solel Bonnet, autour de toutes ces structures sociales, politiques avant tout, c'est ce qui a permis, c'est ce qui a prouvé au monde que nous sommes prêts pour un État. Voilà. La commission Pile, elle est là en 1937, elle arrive, elle voit les kibbutzim, elle voit les institutions, elle voit tout, elle dit c'est fantastique. Ces Juifs, en quoi ils ont transformé le désert, c'est incroyable. Ils sont organisés, ils prennent leurs responsabilités, etc., etc. Les Arabes, à côté d'eux, ils ne font rien, ils ne font que manifester, détruire, etc., etc. Ben, c'est assez convaincant, n'est-ce pas? D'un autre côté, vient Begin et il dit non.
Le Yishuv, aussi organisé qu'il soit, n'avait rien pour mettre les Britanniques à la porte. Au contraire, il donnait aux Britanniques la stabilité nécessaire pour faire durer à éternité peut-être leur présence en Eretz Israël. Pour les mettre à la porte, il fallait porter atteinte à leur prestige. Il fallait se révolter. Il fallait leur dire ouvertement, Chaverim, on ne veut pas vous voir ici. Vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes une puissance occupante. Et c'est effectivement en ces termes que février 44, le Hetzel déclare la révolte aux Britanniques. Cette déclaration, dans le jargon du Hetzel, il l'appelle, vous savez comment il l'appelle? Il l'appelle la palabra. La palabra. La parole. Parce que c'est long, c'est long, c'est long. Je vais vous dire, il y a plein de pages. Aujourd'hui, personne n'a eu la force de lire cette déclaration à la révolte. Ça doit être concis, clair, quelques phrases. Foutez le camp. Allez, vous n'êtes pas chez vous. Non, 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 non. Je vous le dis, vous allez voir. Je m'excuse. J'ai pas eu le temps. Je l'ai traduit avec Google Translate, mais je n'ai pas eu le temps de tout rédiger parce que c'est, je sais pas, c'est 5-6 pages. Alors, on ne va pas tout lire. On n'est pas à l'époque de la palabra. C'est intéressant que même à l'époque, déjà, les gens du Hetzel, en riant de soi-même, il a pris, ah ouais, a crié à la mer, et bécède à palabra. Attends, on va partager le truc. Voilà, bon, regarde, je crois qu'on y est. Au peuple hébreu de Sion, je m'excuse, je vous le montre en français. Nous sommes dans les phases finales de cette guerre mondiale. Je vous rappelle, février 44. Aujourd'hui, chaque nation et chaque peuple fait son bilan national. Quelles sont ses victoires et quelles sont ses pertes et défaites? Dans quelle direction doit-il aller pour atteindre son objectif et accomplir son destin? Qui sont ses amis et qui sont ses ennemis? Qui est un véritable allié et qui est le traître? Et qui se dirige vers la bataille décisive. OK, belle introduction. Le peuple d'Israël doit lui aussi examiner sa façon de revoir le passé et de tirer des conclusions pour l'avenir. Car les années qui se sont écoulées sont les plus terribles dans notre expérience et les années suivantes, décisives dans les affaires, les mots de Varim, dans les affaires d'aujourd'hui. Ces formulations, elles sont très beitarim. Je vous rappelle, je m'excuse d'interrompre, Yitzhak Shamir en 66, une formule fantastique, il a dit, 66, Yitzhak Shamir. La majorité du peuple d'Israël est derrière nous et la majorité de la terre d'Israël est devant nous. Pas bon, mais la même formulation, mais très, enfin bon, j'aime bien le style. Et voici le langage des faits. En 1939, tous les mouvements en Israël ont déclaré que notre peuple se tenait aux côtés de l'Angleterre, de la France et de la Pologne qui avaient déclaré la guerre à l'Allemagne hitlérienne envahissante. L'Allemagne a déclaré que cette guerre mondiale était une guerre juive et que le peuple d'Israël était l'ennemi numéro un. Néanmoins, le gouvernement britannique, avec un entêtement constant, a rejeté toute proposition de création d'une force militaire hébraïque, la brigade juive, qui est entrée en combat direct contre les armées allemandes. En Israël, un cessez-le-feu a été déclaré entre les Juifs et le gouvernement britannique. Oui, c'est-à-dire même le Hetzel, on en a parlé, même le Hetzel a déposé les armes et puis les a repris pour combattre aux côtés des Britanniques. Le commandant légendaire du Hetzel a péri dans une opération en Irak, David Raziel, dans un bombardement nazi. Le Yishuv hébreu offrit son entière assistance
aux Britanniques dans leur guerre contre la tyrannie hitlérienne. Plus de 25 000 jeunes en Israël se sont enrôlés dans l'armée britannique dans l'espoir que l'Angleterre établirait l'armée nationale juive. Oui, c'est-à-dire qu'ils se sont enrôlés pas dans une unité juive en soi, mais dans différentes unités britanniques. Par exemple, le fils de Chaim Weizmann a péri en tant que pilote dans l'armée britannique. C'est seulement en 1945 qu'a vu le jour la brigade juive. Les Arabes irakiens ont profité de la provision des détresses de Grande-Bretagne en 1941 et avec l'aide des Allemands ont attaqué ces armées. Les Arabes syriens ont soutenu les envoyés d'Hitler. Le 5e corps égyptien était une immense influence. Les Arabes de terre d'Israël attendaient Rommel, le Rédempteur. Et le chef de leur moufti, leur chef, qui est le moufti, dirigeait les ordres, envoyait les ordres à partir de Berlin. L'Allemagne a commencé à exterminer les Juifs d'Europe. La Pologne est devenue un abattoir. La communauté juive d'Allemagne, d'Autriche, des Pays-Bas, de Belgique a été anéantie. Juifs lituaniens, lettons et estonais basés sur le désert ont été exterminés. Le reste de la communauté juive polonaise luttant pour survivre dans les ghettos. La communauté juive roumaine est en danger d'extinction. La communauté juive bulgare risque la déportation. La communauté juive hongroise s'inquiète de son sort. Les nazis ont pénétré en Hongrie en mars 1944, c'est-à-dire le mois d'après ces déclarations. L'épée et la famine, la peste et le poison détruisent nos frères en Europe. Dans tous les kibbutzim de la diaspora juive, le sang coule. Etc., etc. On ne va pas tout lire. On ne va pas tout lire. Là, il parle de la politique, il va finir par parler de la politique britannique qui a trahi le peuple juif avec le livre blanc, avec la déportation des réfugiés, avec des navires de réfugiés qui ont coulé, qui ont été arrêtés par les Britanniques. Le livre blanc reste en vigueur. 12e et dernier point. Il se réalise malgré la trahison des Arabes et la loyauté des Juifs. La trahison des Arabes vis-à-vis des Britanniques et la loyauté des Juifs vis-à-vis des Britanniques. Malgré l'enrôlement massif dans l'armée britannique des Juifs, malgré le cessez-le-feu et la paix en Eretz Israël, malgré le massacre des masses de la Beit Israël en Europe, et malgré le fait que même après la rédaction de l'hitlérisme, il n'y a pas d'avenir pour les Juifs parmi les peuples d'Europe qui sont consumés par la haine d'Israël. Tout cela, ce sont uniquement des points pour traiter des faits. Oui, il y avait, vous dites, oui, il y avait des voix en Angleterre qui disaient que cela coûtait trop cher de rester. Oui, on va y arriver, cela coûtait trop cher avant tout en vie humaine. On va le voir. Le langage des faits est à la fois simple et terrible. Pendant les 4 années de la guerre, nous avons perdu des millions des meilleurs représentants de notre peuple, des millions d'autres sont menacés d'extinction et la terre d'Israël est fermée parce qu'elle est gouvernée par le pouvoir britannique qui respecte le livre blanc et cherche à éliminer le dernier espoir de notre peuple. Bnei Israël, jeunes Hébreux, nous sommes dans les phases décisives de la guerre, finale. Nous sommes confrontés à la décision historique de notre sort depuis des générations. L'armistice qui a été le cessez-le-feu qui a été déclaré au début de la guerre, c'est-à-dire entre le Yishuv et les Britanniques, a été violé par le gouvernement britannique. Les dirigeants du pays n'ont pas envisagé. Excuse ça, je n'ai pas eu le temps de corriger. 4 ans passèrent et tous les espoirs qui battaient dans nos cœurs en 1939 furent anéantis sans laisser de traces. Nous n'avons pas reçu de statut international, une bonne armée juive n'a pas été établie, les portes de la terre d'Israël n'ont pas été ouvertes, le gouvernement britannique a achevé sa honteuse trahison de la nation hébraïque, il n'y a aucune base morale pour son existence des Britanniques en Eretz Israël. Et là, on va arriver aux exigences. Mais avant cela, nous tirerons des conclusions sans crainte. Il n'y a plus de cessez-le-feu entre le peuple juif et la jeunesse juive et l'administration britannique en terre d'Israël, qui trahit notre frère et le livre à Hitler.
guerre pour le peuple à ce gouvernement, guerre jusqu'au bout. Cette guerre nécessitera de nombreuses épreuves, nous irons vers elle en connaissance de cause, parce que nous sommes fidèles à nos frères qui ont été massacrés, parce que pour eux, nous avons combattu leur volonté dans leur mort, nous sommes restés fidèles. Et voici notre exigence. Et bon, il y a, c'est-à-dire, pas le pouvoir britannique sur la terre d'Israël sera annulé immédiatement, remplacé par un gouvernement hébreu temporaire. C'est-à-dire, première demande, gouvernement hébreu temporaire en Eretz Israël, avant élection naturellement, et puis départ des Britanniques. Le gouvernement hébreu de la terre d'Israël, seul représentant égal du peuple hébreu, procédera immédiatement après sa grâce à la mise en œuvre de ces principes. 1. Établir une armée nationale juive. B. Négociation avec tous les organismes compétents concernant l'organisation de l'évacuation massive et évacuation, c'est-à-dire immigration, aliyah massive des Juifs d'Europe vers la terre d'Israël. 3e, négociation avec le gouvernement russe sur la question de l'évacuation des réfugiés de la communauté juive polonaise et d'autres pays. Conditions pour absorption, etc., etc., etc. Alliance avec proposant Bekitso, la Google Translate, c'est un peu cassé les doigts. Dès que ça commence à parler de code, il se plante un peu. Mais vers les dernières phrases de cette déclaration, eh bien, il s'appuie sur la providence, sur l'aide de Kadosh Baruch Hu pour déclarer cette révolte. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un bilan, comme il a été dit au début, de la fidélité juive et de la trahison britannique, et qui n'a plus lieu d'être. Pourquoi? Parce qu'en 1944, la victoire est à l'horizon. Les armées allemandes sont battues et battent en retraite, reculent, et il reste encore des millions de Juifs à sauver. En Europe, mais aussi en Eretz Israël. Et c'est pour ça que le temps de la révolte arrive. Comment est-ce que la révolte commence? C'est très symbolique. Les premières attaques, en mars 1944, eh bien, c'est contre le bureau de l'immigration, le bureau de l'Aliyah, symbole de la politique des portes fermées du pouvoir mandataire. Deuxième attaque, c'est contre les bureaux des impôts que les Britanniques récoltent, essentiellement parmi les Juifs, pour mettre en œuvre leur politique antisémite, leur politique antisioniste. Troisième fait d'armes, peut-être pas forcément au niveau chronologique, il y avait beaucoup d'attentats, beaucoup d'attaques. Mais peut-être le plus symbolique dans le début de cette révolte, eh bien, c'est en Kippour, Tafshin Hei. Kippour 1944. Vous savez que depuis 13 ans, les Britanniques, depuis les Praot Tarpat, depuis les pogroms de 1929, les Britanniques ont interdit le son du chauffard au Kotel.
Ce qui fait qu'à chaque fois, à la Tfilat HaNeila de Yom Kippour, des Juifs devaient faire passer un chauffard en clandestinité pour le faire sonner à la fin de la Tfilat Neila. Et les Britanniques, à chaque fois, faisaient éruption de manière très violente pendant Tfilat Neila pour essayer d'empêcher la sonnerie, la Tkiya, la 3, et ensuite pour bastonner et matraquer tous les Juifs qui étaient là et en cherchant celui qui allait sonner et c'est lui qui sonnait. Et c'est ainsi que ça a duré pendant 13 ans, jusqu'en 43, de 30 à 43. Et en 1943, Begin est déjà venu. Begin, je ne vous raconte pas son histoire, c'est pas, enfin, il n'y a pas le temps, mais il est venu avec comme soldat de l'armée polonaise libre de Anders. Il a été libéré des camps soviétiques, rejoint l'armée polonaise qui a traversé l'Asie, l'Iran, l'Irak et est entré en Eretz Israël. En 1943, il était déjà au Kotel pendant la prière de Yom Kippour. Il a vu les soldats britanniques humilier les Juifs au Kotel pour essayer de leur ravir le chauffard, ce qui fait que à partir de Rosh Hashanah 1944, les gens du Hetzel ont commencé à coller sur les murs les avertissements britanniques. Et ces avertissements, ils disaient plus ou moins la chose suivante. Ils disaient que le jour de Yom Kippour, au Kotel, un grand nombre de Juifs vont se réunir pour la fête et pour les martyrs juifs de l'Allemagne nazie. Les principes humains nous enjoignent de respecter la prière sur ce lieu saint. Et nul ne peut violer la sainteté de la solennité de cette prière. Nous avertissons le gouvernement britannique de ne pas violer cette sainteté et ne pas enfreindre en quoi que ce soit ces principes. Toutefois, si un policier britannique devait, le jour de Yom Kippour, entrer en force dans l'espace du mur des lamentations et déranger le service traditionnel, il sera perçu comme un criminel et sera puni en conséquence. Avertissement du Hetzel qui parle comme véritable souverain aux Britanniques comme force d'occupation de ne pas oser lever leur matraque contre les Juifs durant la prière de Yom Kippour. Il faut savoir que tous n'étaient pas d'accord. Même le grand rabbinat, sur demande britannique, on dit, mais non, écoutez, c'est juste un minhag, la sonnerie du chauffard, c'est juste un minhag. Et puis, votre présence ici, c'est Dina de Malchut Adina. La loi du pays est la loi du pouvoir est la loi,
et le pouvoir le britannique, on doit obéir. Ce n'était pas facile. Et pourtant, les Britanniques n'ont pas osé même approcher du Kotel. Pour la première fois depuis 13 ans, depuis 14 ans, ils n'ont pas osé approcher. Et le chauffard a sonné, il a sonné très longtemps. Et c'était comme le chauffard de la révolte. C'était un chauffard très symbolique parce que tout d'un coup, le pouvoir britannique a compris qu'il avait affaire à des gens qui ne rigolaient pas. Je regarde vos questions, vos commentaires. Il y avait des voix en Angleterre. Non. Ce n'est pas le Rav Chagai Segal. Non. Le Rav Segal, c'est celui qui a sonné c'est lui qui a sonné au Kotel, mais au début, dans les années 30. Et ça, c'est Chagai Segal. Est-ce qu'ils sont des proches? Je ne suis pas sûr. Peut-être, je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est ainsi que la révolte a commencé. Maintenant, quand Begin parle de cette révolte, eh bien, il fallait quand même avoir un sacré courage. Parce que la dernière révolte, elle n'a pas marché. Les Britanniques, ils sont là en force. Ils vont bientôt être vainqueurs des nazis avec les Alliés. Et ils auront les mains déliées pour s'occuper de nous ici. C'est assez dangereux. Alors, comment avoir, et Begin, il vient d'arriver de Russie. Il vient à peine d'arriver. Il vient à peine de prendre la tête du Hetzel. C'était Méridor qui l'a précédé. Et maintenant, c'est lui qui a la tête du Hetzel. Mais il est à peine plus d'un an en Eretz Israël. Il est arrivé en 42. Et puis le Hetzel, ce n'est pas un si grand mouvement, certainement pas en Eretz Israël. En Chutz La'aretz, c'est un très grand mouvement. Le mouvement révisionniste est très grand. Mais il est victime des nazis. Ils sont massacrés. Alors, qu'est-ce qui donne la force? Quelle est la motivation? Quelles sont véritablement quelle est la stratégie de Begin? Tout d'abord, il commence son livre, enfin, pas tout à fait au début, mais dans les premiers chapitres de son livre, il dit, nous avons un principe. Si Descartes, il dit « je pense donc je suis », nous, dans Hetzel, dans le Irgun, on dit « je combats donc je suis ». Je combats donc je suis. Pour être entendu, on doit prendre les armes. Et ça, c'est un premier point. Et c'est très important à plusieurs niveaux. Tout d'abord, vis-à-vis des Arabes, qui sont un des principaux dangers. Jusque-là, comment est-ce qu'ils nous perçoivent? Ils nous perçoivent comme des fils de la mort. Ils nous perçoivent comme des gens humiliés qui n'osent pas leur rendre la monnaie de leur pièce, qui n'osent pas leur parler leur langue, qui jouent la carte de la retenue, de la havlaga, en prétendant non, on ne peut pas descendre à leur niveau moral, etc., etc. Mais en gros, c'est ainsi qu'on est perçu. Et là, tout d'un coup, en prenant le fusil, nous sommes métamorphosés dans l'esprit arabe et devenus des Jeddah.
C'est vous qui allez me traduire qu'est-ce que c'est un jeddah. Quelque chose, une traduction plus précise que ce que je pourrais donner. Hein? Mais nous sommes, c'est-à-dire, nous sommes complètement métamorphosés dans l'esprit arabe. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le but, c'est que sur quoi est assis le pouvoir arabe? Sur quoi se tient le pouvoir arabe? Jed, un diable, il a fait. Wow. Je ne savais pas. Ils disent, ils citent Menachem Begin, un proverbe anglais qui dit les baïonnettes, c'est très important, mais ce n'est pas quelque chose sur quoi vous pouvez vous asseoir. Ce n'est pas quelque chose sur quoi vous pouvez vous asseoir votre pouvoir. À l'ombre des baïonnettes, oui, mais pas sur les baïonnettes. Ça ne marche pas. Alors, si ce n'est pas les baïonnettes, c'est quoi? C'est le prestige. Le prestige du pouvoir britannique. Ses manières, son aristocratie, sa langue, sa culture, son ordre. Et, continue Begin, c'est à cela qu'on voulait porter atteinte. Au prestige anglais. Le colonel Patterson, qui durant la Première Guerre mondiale a commandé les brigades juives, qui était un Irlandais très, très pro-sioniste, a donné au conseil, au Hetz, il leur a dit « Remember, the English don't like to be killed. » Souvenez-vous bien, les Britanniques n'aiment pas être tués. Comme si les autres aimaient l'être. Hein? Mais les Britanniques, tout particulièrement, n'aiment pas être tués. Et quand vous entrez dans leur base, vous pénétrez dans leur radio, dans leur station, dans leur aéroport, partout, et ils ne peuvent rien faire. Quand, pour vous donner une leçon, ils donnent des coups de fouet aux fesses de vos combattants, et vous, pour vous venger, vous attrapez leurs officiers et vous leur faites la même chose, eh bien, c'est un sacré coup au derrière, je m'excuse. C'est quelque chose qui porte une atteinte incroyable à cette superpuissance, cette puissance coloniale, puissance mondiale jusqu'à il y a peu, britannique. Plus de 300 soldats britanniques périront dans la révolte déclarée par le Hetzel. Troisième chose, ceux dont le monde va parler après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est des Juifs. Et pas tant des Juifs des camps d'extermination et de concentration, mais des Juifs d'Eretz Israël. Ils vont parler de la prise de la prison de Akko. Ils vont parler de l'Exodus. Ils vont parler de la guerre qui fait rage après la fin de la guerre. Et la guerre qui fait rage après la fin de la guerre,
c'est la guerre en Eretz Israël. Ce n'est pas dans les autres colonies, c'est ici. C'est ici que sont présents 100 000 soldats britanniques. C'est ici qu'il y a les Spitfire, qu'il y a les escadrilles, qu'il y a leurs navettes, qu'il y a leurs navires, c'est ici qu'ils sont. Et c'est ainsi qu'aux yeux du monde, la révolte met les affaires de Eretz Israël à la une de l'ordre du jour. Et ses représentants soviétiques en personne, Gromyko, qui va le dire en 47 de la tribune en printemps 47 de la tribune des Nations Unies à New York. Mais regardez ce qui se passe en Palestine. Il y a des combats là-bas. Lui, il est naturellement très content que les Britanniques s'en prennent plein la tête. Parce que là, jusque-là, et c'est un autre point, les Britanniques, ils luttaient par le divide and rule, diviser pour gouverner. Ils divisaient entre qui? Entre juifs et arabes. Il y avait des attaques, des pogroms, terrorisme arabe contre juifs, et puis il y avait des réponses du Hetzel, des réponses du Lech, il y avait des réponses. Et les Britanniques, ils étaient là en train de jouer l'arbitre. Et tout d'un coup, Hetzel dit non, Chaverim, ne jouez pas l'arbitre, c'est vous notre ennemi. Ce n'est pas les Arabes notre ennemi, c'est vous, c'est les Britanniques. Oh, really? That's not fair. That's not nice. That's not nice. C'est pas gentil. Maintenant, et c'est un truc qui marche. Les Britanniques n'ont pratiquement jamais réussi à faire pénétrer une taupe ou un espion dans les rangs du Hetzel. Jamais. Parce que c'est des gens qui, pourquoi c'était si difficile? Parce que les gens du Hetzel, ils avaient un nom. Ils avaient un nom. Comment ils s'appelaient? Mishpacha Alochemet. C'était une mishpacha. C'était une famille unie par des liens de sang et par des liens idéologiques. Essayer de pénétrer dans un truc comme ça, très difficile, très, très difficile. Maintenant, je vois que je n'aurai pas le temps d'en parler, bien que ce soit hyper important. La révolte, elle marche tellement bien et elle jette un tel défi, pas seulement aux Britanniques, mais un défi aux Yishuv organisés, un défi à Mapai, un défi à la Sokhnout, un défi à la Haganah, un défi au Palmar, un défi à leur stratégie d'alliance avec les Britanniques, alors que les Britanniques enfreignent tout. Et c'est ainsi que commence la grande saison. Naturellement, saison de chasse. On le sait, oui, la saison, le terme hébreu, il vient du terme français. La saison de chasse, qui commence, vous vous rappelez, on a parlé de l'assassinat de Lord Moyne. On a parlé la dernière et l'avant-dernière fois. L'assassinat du ministre plénipotentiaire britannique pour le Moyen-Orient par Eliyahu Hakim, Eliyahu Betsouri, qui se fait au Caire en novembre 1944. Et c'est ce qui déclenche la saison de chasse. À vrai dire, pour parler de la saison, il faut une rencontre en soi, et on va faire une rencontre en soi à ce sujet. Et
c'est pour ça que je veux pas trop y entrer maintenant. Juste donner les grands chiffres. Les grands chiffres, c'est enlèvement, arrestation, torture et même information qu'on donne aux Britanniques par la Haganah et par le Palmach, avec des unités spécifiquement formées pour ça, contre les gens du Hetzel. Contre les gens du Hetzel appelés les Porchim, ceux qui ont fait scission, les séparatistes, ceux qui n'obéissent pas aux ordres du Yishuv Meurgan et qui mènent une politique appelée terroriste contre la volonté de la Sornot, de l'agent juive, contre les Britanniques. Et des dizaines de personnes sont ainsi livrées aux Britanniques, tout simplement livrées aux Britanniques, pendant des mois, de novembre jusqu'à grosso modo mars 45, jusqu'à ce qu'ils soient forcés d'arrêter cette politique sous pression du Yishuv. Le Yishuv n'accepte pas cette politique de Al-Shana, cette politique de mouchardage, cette politique de trahison. Ben Gurion a beau dire qu'en Eretz Israël, c'est de l'ordre de l'intérêt national et de la mamlartiyut et pas de l'ordre de la messira, comment dire, de la trahison, mais ça marche pas. Ça marche pas. Il y a une opposition très forte, naturellement, du côté de la droite, une opposition très forte du côté religieux, et aussi une opposition qui se fait entendre du côté de la gauche, même par des poètes, d'abord qui étaient pour, mais ensuite qui s'opposent, comme Nathan Alterman et d'autres. Mais l'essentiel de cela, ce n'est pas le comportement de la Haganah et du Palmach, mais c'est le comportement du Hetzel, de ses dirigeants, et avant tout de Menachem Begin, qui dit une chose très simple. Nous ne rendrons pas les coups. Nous n'allons pas tirer sur nos frères qui se trompent, qui s'égarent. Il n'y aura pas de guerre fratricide. En ces termes. Ensuite, dans les années 60 et 70, il va dire que peu importe, Begin va dire, peu importe le poste que je vais occuper, ou rien dans ma carrière ne pourra jamais égaler le combat du Hetzel dans les années 44, 45, 46, 47, jusqu'à l'indépendance. Rien ne pourra jamais égaler. Et un de ses grands faits, c'est son refus de livrer une guerre fratricide aux gens du Palmach et de la Haganah pendant la grande saison, qui est appelée la grande saison, de fin 44, début 45. Et chose très étrange, mais à peine quelques mois après la fin de la grande saison, commencent les négociations entre la Haganah et le Hetzel et le Lehi. Pourquoi faire? Pour livrer un combat commun, pour faire front commun contre les Britanniques. Ce qui s'appelle le mouvement de soulèvement hébreu, Tnuat HaMeri HaIvri. Tnuat HaMeri HaIvri qui va commencer en octobre 45. Il va durer jusqu'à l'explosion de l'hôtel King David en juillet 48.
presque 9 mois de meret commun, les gens de la Haganah qui pourchassaient les gens du Hetzel, qui maintenant, à leur côté, sont en train de livrer un combat commun contre les Britanniques. Et là, Begin de dire, regardez ce qui s'est passé. Après nous avoir pourchassés, je cite, après nous avoir traités de fous, de Meshugaïm, ils nous ont rejoints. Ils nous ont rejoints dans la révolte contre les Britanniques. Alors, c'est qui avait raison? C'est eux ou c'est nous? C'est qui avait raison? Il y a énormément de mémoires et de notes à ce sujet de soldats du Hetzel. Imaginez comme ils se sentent confortés, comme ils se sentent rétablis dans leur bon droit, dans leur sens de la juste cause, durant ces mois de Noa Tameri à Ivry. Et ensuite, bon, même quand cette noix, elle va prendre fin, en juillet 46, eh bien, les derniers grands faits d'armes qui vont faire céder le pouvoir britannique en Eretz Israël, eh bien, ils sont encore une fois l'œuvre du Hetzel. Et là, je voudrais mentionner deux choses. C'est d'abord l'irruption dans la prison de Akko, qui est une prison imprenable. Dans le New York Times, on écrit que les gens du Hetzel ont réussi là où Napoléon a échoué 150 ans auparavant. Effectivement, Napoléon n'a pas réussi à prendre en 1799 Akko avec Abu Djezar, le gouverneur ottoman de cette place, qu'il a fait battre en retraite. Et les gens du Hetzel l'ont réussi. Ils ont réussi à faire fuir des dizaines de leurs personnes. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup d'assassins arabes aussi qui ont fui la prison. Mais c'était avant tout un symbole. C'était un symbole britannique. Dans un journal, on a écrit, je crois que dans un journal britannique, c'est la Bastille qui est tombée. La Bastille britannique qui est tombée en Eretz Israël. Et puis ensuite, 3 personnes du Hetzel qui ont participé à cette opération ont été arrêtées. Et les Britanniques ont dit, on va les condamner, on les condamne à mort. Ils les ont condamnés à mort. Eliyahu Chaviv, je ne me rappelle plus des noms des 3, mais bon, c'est facile à retrouver. Et puis les gens du Hetzel ont dit, pas de problème. Vous les mettez à mort. On va vous faire la même chose. Et ils enlèvent 2 sergents britanniques dans la région de Netanya. Et ils disent, vous mettez à mort nos 3 soldats, nos 3 combattants, vos 2 sergents vont être mis à mort. Et ici, c'est une mobilisation générale. Des milliers de soldats britanniques de la Ghana sont en train de mettre sang sous toute la région de Netanya, tout retourner pour rechercher ces 2 sergents. Ils mettent à mort le 29 juillet 47 ces 3 Olé Agardom, juifs combattants qui sont montés sur la potence. Le lendemain, les gens du Hetzel pendent les 2 sergents britanniques. Et ensuite, ils les amènent dans une forêt, ils les pendent sur un arbre, et c'est là-bas que les Britanniques les retrouvent. Et là, c'en est trop. Ce n'est pas seulement que les Britanniques, depuis,
n'ont plus osé mettre à mort aucun combattant juif. Ils ont compris, finita la comédie. Le prestige en a privé trop. Nous avons perdu le pouvoir. Ils nous ont mis presque échec et mat. Et alors au Parlement, il y a Churchill qui s'exprime, il y a les gens de l'opposition qui s'expriment, tout le monde s'exprime. La Grande-Bretagne rend le mandat aux Nations Unies. Et puis là, les attentats s'arrêtent. Plus besoin, c'est déjà aux États-Unis, aux Nations Unies, bientôt va avoir lieu le vote du 29 novembre. Il y a la commission qu'il y ait ici, etc., etc., etc. Le départ britannique a été déclenché. Vous allez dire, mais de toute façon, ils allaient partir, non? Vous écoutez les leaders même de gauche ou de droite du Yishuv, Yigal Allon, Yigal Yadin, Ben Gurion, Begin, ils disaient non, non, non. Ils voulaient rester ici. Les Britanniques voulaient rester ici comme ils voulaient rester partout ailleurs dans leur colonie. C'est trop central pour eux. C'est trop central. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu quelques coups de grâce véritablement mortels du Hetzel, qui n'a d'ailleurs à l'époque compté à peine quelques milliers de combattants. Et la majorité des gens qui travaillaient, des gens qui étudiaient, ils avaient, comment dire, Misram Léa, de plein temps, ils avaient à peine quelques dizaines de personnes. Quelques dizaines de personnes qui étaient à plein temps dans le Hetzel. Et c'est ainsi qu'ils ont véritablement, comment dire, ils ont été, si ce n'est la cause essentielle, l'une des deux causes essentielles qui a mené à l'indépendance de 1948. Voilà, un peu de temps aux questions quand même. Johan. Aux questions, aux commentaires, aux histoires. Allô? Oui, Eliezer, tu as dit t'as fini et tu as dit que c'était une des raisons de l'indépendance ou peut-être une des deux. À quelle autre tu fais allusion? Alors, rallume ton micro. L'autre raison, c'est celle qui est soutenue par les gens de la gauche ou de Mapai. Ils disaient non, ce qui a fait flancher, ce qui a fait fléchir les Britanniques, c'est l'organisation du Yishuv, la responsabilité de soi qu'ils prenaient, de toutes ces institutions, comme elles étaient structurées, etc. L'État en devenir. C'est ce qui a fait flancher l'alia illégale, etc., etc. C'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il disait. Voilà, dites ce que vous pensez. Qui a raison? Merci, Eliezer. Si vous pouvez ouvrir vos micros pour poser des questions, chers amis. Moi, si je peux me permettre. Ouais, j'ai la carte de mon grand-père paternel qui travaille au Hetzel. Il a sa carte. Wow. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est marqué Tahamoulan. Il était journaliste et travaillait pour le Hetzel de l'Égypte. Madine. Et j'ai une petite sika aussi à lui où c'est marqué Rakkar. C'était la devise. Non, on ne voit pas, Nadine. Remonte la sika et aussi le passeport, la carte. On ne voit pas? Sinon, on voit, essayez de ne pas bouger. Zéro. Madine. Ken. Madine. Ken. Dit que c'est signé par Guy Begin. C'est Begin qui a signé sa carte, là. C'est Begin, Menachem Begin. Wow. Ken. Madine. Il a été arrêté quand il y a eu l'assassinat de Lormoïne. On l'a accusé. En Égypte, on l'a mis dans une cellule de condamnement. Mais comme il faisait pas, c'est le Léry qui avait fait
l'attentat et lui, il a dit, moi, je suis le Hetzel. Finalement, ils n'ont rien trouvé contre lui. Ils l'ont libéré au bout de 6 mois. C'était son secrétaire, en fin de compte, qui a été compromis dans l'histoire, qui avait livré les armes pour faire l'attentat. Wow. Ouais. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y avait marqué sur la... Albert Staraszewski. Lolo, la Sika, Maya Katouv. Rak-Kar. Rak-Kar, c'était le symbole du Hetzel. Rak-Kar. Et c'est une colombe? Non, non, pas du tout. C'est Eretz Israël Agdola avec une arme comme ça. Une arme de toute la longueur d'Eretz Israël. Voilà. Eretz Israël Hashlema. Voilà, ne bouge pas. Il a fait, Rakar, il a fait. Wow. Sacrée mémoire. Wow. Fazak. J'ai beaucoup de documents à la maison sur cette période. Voilà. C'est votre tour la prochaine fois. Avalo Beotama. Voilà, c'est ça. C'est ça, Rakar. Bidiok. Rakar. Madim. Il a fait. Et Eliezer, oui. Il y a une question à propos de l'attentat du King David. N'a-t-il pas eu un effet sur le moral des Anglais? Bien sûr, ça a eu un effet. L'attentat du King David, c'était en réponse à ce qu'on appelle le Shabbat noir, à Shabbat Ashchora, qui a eu lieu environ un mois avant cela, en juin 1947, quand les Britanniques ont fait une rafle totale de tous les dirigeants, qu'ils soient de droite, de gauche, du Yishuv, etc. Et alors là, il y a eu le King David. Oui. On vient ici depuis. Oui. Super, Madame Bensoussan. Oui, bonsoir. Je voudrais témoigner comme Nadine, à savoir que mon père, son nom Livracha, il est parti de Constantine, c'est-à-dire d'Algérie, sur un bateau avec d'autres personnes, parce que j'ai mon voisin qui a la même histoire. Son père est parti de Tunisie. Il faut savoir qu'il y avait un bateau qui partait de Marseille et qui est allé en Afrique du Nord et qui a pris les bénévoles pour s'engager dans le combat, dans la guerre d'indépendance. Donc, sous les yeux, je ne sais pas si vous voyez, j'ai les théodotes de mon père, la théodate Olé, la théodate Chirour. Il a appartenu à l'Irgun et a eu comme madrir Menachem Begin. Donc, voilà. J'ai des photos de l'époque. Voilà. Et, on n'a pas vu. Ah, voilà. Le voilà. Donc, pour témoigner qu'il y a eu des séfaradim aussi qui se sont engagés. Il était vraiment dans l'Irgun. Il ne voulait pas faire partie de la Ghana. C'était ses idées. Et voilà. Donc, ça fait partie aussi des combattants. J'ai tout un ensemble de documents. Justement, je cherche le musée adéquat pour apporter ces témoignages. Parce que j'ai quelques photos. Malheureusement, il est décédé jeune et je n'ai pas pu ni l'interviewer comme il fallait, ni écrire, etc. Donc, les quelques souvenirs que j'ai, je me disais souvent, on n'était pas nombreux. On n'avait pas beaucoup de moyens, il n'y avait pas beaucoup d'armes, mais on a fait ce qu'on a pu. Voilà. Donc, ils faisaient des pièges, il y a un musée à Tel Aviv, il y a le monument Hetzel. Des centaines. En fait, ils étaient une poignée d'hommes, ils se battaient comme ils pouvaient. Et au Hachem, voilà. Ensuite, évidemment, il n'y avait pas de téléphone, c'était quand même assez angoissant pour ma grand-mère. Il est retourné en Algérie, la guerre d'Algérie a éclaté, il a été menacé comme étant policier à l'époque et donc mes parents ont fui en France et il n'aura pas eu le temps de faire l'Alia. Je dirais qu'on fait aussi cette Alia pour eux. Voilà, c'était un témoignage que je voulais apporter. Quel est son nom de famille, Bkacha? Alors, Benoun,
Benoun Armand Avizerat. Voilà. Aouizrat. Oui. Je suis aussi de Constantine, alors peut-être qu'il y avait un lien quelconque avec. Je voudrais dire quand même qu'on a été élevés dans l'amour d'Israël et de la Torah, et c'est vrai que ça n'existait pas des Sfaradim qui étaient passionnistes. On n'a pas connu ça, on n'a pas connu des idées autres, et aujourd'hui on est toujours étonné de voir d'autres personnes qui parlent différemment, la Médina sans la Médina. On ne connaît pas. On ne connaît pas au Hachem, on sait qu'Israël, c'est Israël. C'est comme ça. Vous savez, pour ajouter à ce que vous dites, juste pour compléter ce que vous dites, il y a le Begin, il cite, il y avait un tiers de Sfaradim qui faisaient partie du Irgun, et dans l'unité des chocs, c'était la moitié. Oui, absolument. Mon père me disait que Menachem Begin Zchrono Livracha était un homme d'une grande madriga. Pour lui, il n'y avait déjà pas de différence entre Sfarad, Ashkenaz, etc. On est juif, point barre. C'est-à-dire, peu importe l'origine, c'est un Israël. Et quand il est arrivé au pouvoir, il était tellement heureux. Parce qu'aujourd'hui, il nous manque des gens comme ça, il faut le dire. Ma mère me disait toujours qu'à Tunis, il y avait 2 livres sur la table de chevet, le Tanakh et la révolte de Begin. Wow. Oui, voilà. Alors, j'ai des documents et si ça intéresse des personnes… Mais pourquoi ne pas les donner au musée à Tel Aviv? Il y a le musée et le monument Hetzel. Je ne sais pas. Si on peut me donner des renseignements là-dessus, avec plaisir. Ça fait partie de l'histoire familiale, mais surtout l'histoire du peuple juif. D'accord. Quelle histoire. Au Merkaz les Moreshet Begin, à Jérusalem. Oui, peut-être. Il faudrait que j'aille. Mais si vous avez un point d'entrée, ça m'intéresse. Si vous avez une personne en particulier. Non, vous pouvez demander à Bet Jabotinsky. Il y a à Bet Jabotinsky à Tel Aviv. Il reçoit des documents, mais peut-être, je ne sais pas, peut-être il vaut mieux les garder quand même, peut-être. Parce que là-bas, ça rentre dans un tiroir, je ne sais pas. Oui. De les scanneriser et avoir une copie. Et voilà. Oui, voilà. Donc, c'est à Bet Jabotinsky. Merci. Oui. Bonne soirée à tous. Au revoir. Je voudrais vous demander, est-ce que, à votre avis, y a-t-il des leçons à tirer aujourd'hui de tous ces développements dont vous avez parlé, qui se sont produits entre 1945 et 1947, ces développements qui ont été en fait le résultat des actions et de la philosophie de l'Irgun, de Hetzel. D'un côté, vous pouvez dire il y a un changement, les Britanniques sont plus loin, le pouvoir est juif. Mais je parlais de leçons à tirer pour aujourd'hui. Oui, je comprends. Je pense que si vous posez la question, et si vous posez la question à Begin, eh bien, je vais donner un exemple. J'ai cherché dans les articles que j'ai gardés, j'ai mis le titre saison, et puis un article qui est ressorti, c'est un article qui est paru en 2005, la veille de Guérouche Gush Katif, avec un article qui relevait, il y avait des articles dans Haaretz qui appelaient à la Altalène et à la saison, un renouveau de la grande saison, en ces termes. Et vous pouvez entrer sur le site du Palmar pour voir, ils parlent de la saison avec beaucoup de fierté, de ce qu'ils ont fait.
Et puis d'un autre côté, vous aviez toujours la pertinence de cette leçon de Menachem Begin. Quoi qu'il en soit, on ne lève pas la main contre un juif, même s'il se trompe, mais s'il vient nous arrêter, etc., etc. Pour une guerre fratricide, il faut être deux. Et il faut dire, bon, faut le dire, il y a toujours, Amnon Lord le dit, dans la fin de son article, que l'essentiel une très grande partie des ressources et des efforts de la gauche était consacré à la lutte contre les ennemis intérieurs, pour le pouvoir au sein de l'État, alors que les gens du Hetzel orientaient leurs ressources contre les ennemis extérieurs. Et ils voyaient dans les gens de la gauche des gens qui se trompaient, mais leur erreur n'en faisait pas moins des frères. Et cette capacité à garder cette foi, FOI, que malgré les défis, malgré le comportement de tel ou tel parti, de telle ou telle institution, eh bien, même quand tu t'opposes, il y a des règles à cette opposition. Et ces règles ne peuvent pas être symétriques. Ou ne peuvent pas toujours être symétriques. Il faut dire que quand il y a eu la petite saison de 47, eh bien, Menachem Begin a dit, Chaverim, cette fois, prenez garde à vous. Cette fois, on va vous répondre œil pour œil, dent pour dent. Là, on va pas jouer les gentils. À l'époque critique de 44 et à l'époque critique de 48, avec Altalena, Begin a dit non, il n'y aura pas de guerre fratricide. Et là, c'est un message qu'on doit avoir, c'est-à-dire quand on s'oppose, même quand on entend des dirigeants aujourd'hui parler de manière absolument folle de la Hitiyashvut, je ne sais pas, d'autres, etc., il faut savoir que c'est quand même des disputes entre frères. C'est des disputes entre frères et en ce sens, c'est hyper pertinent, oui, c'est hyper actuel. Roselyne Chana Ben Soussan, Ken, Toda. Et c'était quelque chose qui n'était pas facile. Il fallait une force, pas seulement de caractère, mais une autorité incroyable pour, pendant des mois, convaincre tous tes soldats de ne pas lever les armes contre ceux qui viennent t'enlever pour te livrer aux Britanniques. Il y a eu des gens qui ont été tués. L'oncle de Chagai Segal, il a péri comme ça. Il fallait avoir une foi invraisemblable et un tempérament et un sang-froid invraisemblable. Invraisemblable. D'accord? Aux frères, on ne rend pas toujours la monnaie de la pièce. Non. Pourquoi? Parce que ça va prendre un peu de temps, mais il va se réveiller à son statut de frère. Mais, ne pas oublier. Et ne pas oublier comment on a fait pour sortir d'une situation aussi presque désespérée. Où on était en 44? Où on était? Dans quel état on était en 44? Incroyable. En Eretz Israël, en Chutz La'aretz. Ça aussi, il y a beaucoup à apprendre. Zéro. Toda la sheila. Merci pour la question. Merci Eliezer. On a encore 2-3 minutes. Il y a encore une question. Merci pour toutes les questions.